Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO réunis comme tous les vendredis pour répondre à vos questions et puis prendre le pouls de ce secteur. Nous sommes avec Marie Cœur de Roy qui nous a rejoint. Hello Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls. D'abord Marion Chapelle-Massot, notre gestionnaire de fortune, est restée avec nous. Merci Marion de nous faire cette gentillesse. Vous allez nous apporter votre regard financier. Et puis gestionnaire sur nos différents sujets. À côté de vous, Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro. Bonjour cher Guillaume. Bonjour Lorraine. Avec nous au rendez-vous comme Stéphane Descartiers et ses coups de gueule réguliers dans notre émission. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Stéphane qui aborde une magnifique veste tennis de circonstance. Vous êtes dirigeant de SD Conseil Innovation. Prêt à monter à la volée pour parler de plein de choses. Notamment, on va parler revenus fonciers avec vous. Mais avant toute chose, nous allons faire un petit point sur les bonnes nouvelles pour un public qui vous est cher, Marie. Ce sont les primo-accédants. Oui, les primo-accédants, les accédants tout court, parce que quand même, on va parler fiscalité, donc ça risque de piquer un tout petit peu. Donc on s'était dit, avant de démarrer l'émission, de commencer par quelque chose d'un peu positif, et donc ce que j'appelle communément au sein de la rédac un topoto. Les topotos, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont les conditions d'emprunt aujourd'hui, est-ce qu'elles sont plus attractives ou non. Alors déjà, je pense qu'un premier état des lieux, on en est où au taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers en ce moment, Guillaume? Ça va un petit peu mieux quand même. Ça va un petit peu mieux, je regardais là un peu les derniers chiffres. Sur 20 ans, ça varie entre 3,5 et 3,8 et sur 25 ans, c'est un peu plus élevé. Mais ça peut parfois descendre un peu plus bas parce que, vous le savez aussi bien que moi, les banques aujourd'hui sont en retard dans leur production. On a vu les derniers chiffres de la Banque de France, moins de 7 milliards d'euros, je crois que c'était pour le mois de mars. Ouais. C'est un plus bas depuis plus de 10 ans. Donc il y a besoin de rentrer des dossiers. Et donc certaines banques, notamment locales, poussent pour justement rentrer plus de dossiers et donc proposer des taux attractifs. Oui, on a la multiplication de ce qu'on appelle les prêts bonifiés. Alors il y a les prêts bonifiés qu'on connaît déjà, le fameux PTZ de l'État, qui certes a été largement amputé, mais qui concerne toujours l'achat de logements neufs en zone tendue. Vous avez le prêt d'Action Logement quand même, qui est pas nul, 30 000 euros à 1% d'intérêt, c'est quand même sympa. Et puis vous avez tous ces prêts des banques bonifiés qui s'adressent effectivement essentiellement aux jeunes actifs, aux primo-accédants, qui ciblent aussi l'achat de logements neufs ou très performants avec des notes de DPE de A, B ou C. Ce qui fait que quand on cumule tous ces prêts bonifiés, parce qu'on peut les cumuler, on a quand même des profils d'emprunteurs, dont un que nous a donné le courtier Vous Financer, qui arrive une fois tout lissé à décrocher l'équivalent de 1% sur 25 ans. Donc quand on disait que c'était terminé, oui, facialement c'est terminé, mais il y a quand même des opportunités pour acheter, pour devenir propriétaire. Et donc je voulais démarrer cette émission par l'aspect positif de notre marché immobilier avec du mieux sur le crédit immobilier. Voilà, le topoto de Marie. Après les bonnes nouvelles relatives, les nouvelles, concrètes concernant vos impôts, votre déclaration. Alors j'aimerais qu'on démarre avec Marion. Marion, vous conseillez les gens sur leur argent, oui. Vous les accompagnez. Comment appréhendez-vous cette période de déclaration fiscale? Est-ce qu'au fil des années, vous sentez un peu plus de sérénité, au contraire encore plus de stress avec les gens que vous accompagnez? Plutôt profil, forcément. Au départ, quand on la débute, on se dit qu'on est bien organisé et de mieux en mieux organisé et que ça va bien se passer. Et puis, plus on approche des premières dates, alors on a terminé hier la deuxième zone et on aura jusqu'à jeudi prochain pour la troisième. Eh bien, on se rend compte qu'en réalité, il y a toujours des couacs de dernier moment. Il nous manque toujours des infos de dernière minute et c'est souvent lié aux revenus fonciers, à la partie déclarative liée aux revenus fonciers. Pourquoi? Parce qu'il faut compter toutes les charges, etc. Et qu'on a oublié qu'on avait fait tel travaux ou ceci ou cela. Et quand on voit le montant, le montant estimé, on se dit que peut-être si on a oublié quelques charges, il vaut mieux les mettre quand même. Il vaut mieux les passer en fait. C'est surtout ça. Justement, je me tourne vers Stéphane Descartiers parce que c'est votre sujet quand même. Oui. Ça pique un peu là. Si je regarde, quand je fais ma déclaration, que je regarde au final entre ce Marie, on aimerait finir la séance avec plus qu'un auditeur, s'il vous plaît. Mais non, au contraire, ils ont besoin de savoir. Plus encourageant, vous voyez. Non, mais encourageant, quand on paye des impôts, on fait rarement un énorme sourire. Mais enfin bon, le fait est que là, quand je fais ma déclaration d'impôt et que je vais déclarer mes revenus fonciers, quand je fais de la location nue, qui est quand même celle qui devrait, à mon sens, être majoritaire, j'en viens à le regretter un tout petit peu. Est-ce que vous pourriez nous dire un tout petit peu où on en est de ces impôts sur les revenus fonciers
par rapport à la location nue la plus classique, on va dire? Alors la location nue, c'est effectivement très douloureux. Dès qu'on rentre dans l'impôt, dès qu'on est imposable, c'est extrêmement douloureux puisque on supporte en location nue sa tranche marginale d'imposition où vous avez déjà positionné effectivement vos revenus professionnels. Ouais. Donc c'est mangé à votre tranche d'imposition plus les prélèvements sociaux à 17,2. Plus éventuellement l'IFI. Donc effectivement, on arrive à des situations qui peuvent être extrêmement difficiles, extrêmement compliquées, et notamment si vous louez en nu dans les villes qui plafonnent les loyers, c'est-à-dire à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, à Lille et bientôt à Grenoble, bientôt à Marseille, donc quasiment bientôt dans toutes les métropoles, on est pris dans un étau. En fait, la difficulté de la location nue avec le plafonnement des loyers, on est véritablement pris dans un étau avec d'un côté les plafonnements des loyers qui, notamment à Paris ou à Lyon, vous donnent à peu près par rapport à la valeur du 3% de rendement brut. Alors c'est votre règle, il faut que vous le vendiez comme ça parce que moi je trouve que ça se vend très bien, c'est très marketing. Votre fameuse règle des 3, 2, 1, 0, voire moins que 0, vous nous expliquez? C'est en 4 chiffres, c'est la location nue en zone qui plafonne les loyers, c'est 3, 2, 1, 0, voire moins que 0. C'est-à-dire que vous avez 3% de rendement brut, donc vous enlevez quand même vos charges, vos frais de gestion, votre taxe foncière, donc vous tombez à 2% net. Donc viennent ensuite les impôts. Donc à partir de 30%, donc 30 plus 17,2 plus la part restante de taxes foncières, vous êtes déjà à plus de la moitié. Donc vous êtes à moins de 1%. Alors ne parlons pas des tranches à 41 ou 45, où là vous tombez à 0,6, 0,7%. Donc déjà, est-ce que c'est satisfaisant? Et ça, c'est quand tout va bien, quand vous n'avez pas un cumulus à changer, la façade à refaire, etc. Donc déjà, moins de 1%, est-ce que c'est satisfaisant? Bien évidemment que non. Mais c'est pas fini. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes à l'IFI et que vous êtes par exemple à la 3e tranche de l'IFI à 1%, cela vous coûte de l'argent de louer. C'est-à-dire que d'offrir, c'est le cas de le dire, un bien à la location vous coûte de l'argent. On en est là aujourd'hui. Et donc, ce qui amène notamment à Paris et dans les grandes métropoles le fait que plus personne ne veuille louer en nu. C'est ça, plus personne fait de location nue, on n'en trouve plus. Louer en nu, effectivement. C'est ça, Guillaume. On arrive à 74% de moins d'offres locatives à Paris. Je crois qu'il faut pas chercher plus loin. Ce constat direct avec le calcul de Stéphane et la réalité du terrain, Guillaume, Marion, c'est ce que vous observez? Oui, puis il y a aussi quelque chose qu'on peut rajouter qui représente qu'une ultra minorité, il faut bien le dire quand même, c'est entre 1 et 3%, c'est les loyers impayés. Mais aujourd'hui, vous entendez les propriétaires, quand on leur parle de location longue durée, d'une certaine manière, eux, ils vous disent, mais non. Aujourd'hui, j'ai pas confiance. On ne me donne pas les moyens, justement, d'avoir confiance dans ce type de location. Alors que la location vide, la location longue durée, enfin le fameux bail loi de 89, c'est quand même ce dont les locataires, aspirants locataires, ont le plus besoin. Exactement. Et ce qui fait qu'ils se détournent pour aller vers quoi? Le Airbnb. Et globalement, la location meublée, quoi. Globalement, c'est ce qu'on a. Marion, et la zone grise. Alors, il y a le Airbnb, il y a aussi la zone grise de gens qui s'arrangent. La zone grise où on va s'arranger. C'est-à-dire qu'on va domicilier ses enfants, puis finalement, c'est ses enfants qui vont faire un peu de Airbnb, etc. On échange avec des amis. Je te prête mon appartement une semaine, tu me prêtes ta maison 15 jours, etc. C'est-à-dire que, mais peut-on raisonnablement en vouloir à des bailleurs à qui ça coûte de l'argent de louer, d'essayer de trouver d'autres solutions. Donc voilà, donc à un moment donné, on a tout ça. Et une chose aussi à rajouter qui est quand même importante, c'est que c'est pas nouveau que les rendements soient faibles en zone tendue. Ça fait déjà un moment que... Mais avant... On vise pas le rendement, on vise plutôt la plus-value en sortie, la constitution d'un patrimoine. Tout à fait, on avait la prise de valeur. Et quand on prenait 10 ou 15% par an à Paris ou à Lyon, on se disait bon... ça me rapporte pas grand-chose, voire rien du tout, mais ça prend de la valeur. Mais ça, c'était avant. Donc aujourd'hui, la valeur... alors là, pardon Stéphane, ça baisse depuis 3 ans à Paris. Oui. Si on regarde sur une période... Il y a bien moins de villes, non, mais parce que c'est ce dont on parle. Les grandes villes, effectivement, sont en train... C'est pareil à Lyon. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, quand on investit en immobilier, c'est pas pour vendre au bout de 2-3 ans. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que vous êtes en perte de rendement, voire en rendement négatif, et votre capital aussi ne se revalorise pas, voire il baisse. Donc c'est la double peine, ce qui explique effectivement que
74% d'offres en moins à Paris, je crois que c'est clair. Et dans je crois que c'est moins 39% dans les 10 plus grandes villes françaises. Et la baisse est encore plus importante. Je crois qu'il y a Guy Hockey qui avait fait une étude là-dessus. Dans cette baisse, il y a un peu plus de meublés, mais il y a beaucoup moins de nus. C'est-à-dire qu'effectivement, le nu aujourd'hui est totalement déserté. Stéphane, Marion, votre conseil, c'est d'aller, vous allez dire aux gens que vous représentez, faites de la location meublée. Vous-même, vous allez dire, conseiller, c'est ce que vous faites ? Malheureusement, oui. C'est ce qu'on fait. Et alors, pour rebondir sur les propos de Guillaume et Stéphane, nous, aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, en réalité, puisque ça nous coûte, au cabinet, j'ai quand même des clients qui ont une certaine fortune, donc qui sont à la tranche marginale maximum d'imposition, voire à la taxe sur les hauts revenus. Alors là, voilà. Plus l'IFI qui se rajoute par-dessus. Alors là, on est carrément négatif. Et quand on fait une étude de rentabilité sur ces biens-là, eh bien, finalement, on se rend compte que c'est plus du tout intéressant. Donc, deux solutions. Nos clients nous disent, en fait, on va pas le louer, on va le laisser. Et puis si quelqu'un en a besoin, nos cousins, cette fameuse zone grise, on leur prêtera. Donc c'est la zone grise que vous évoquiez absolument. Et puis deuxième option, on établit une stratégie de refinancement du patrimoine immobilier et au passage, on vend, on cède en fait les biens qui nous embêtent, qui sont pas rentables, qui voilà. Et on va placer notre argent sur aujourd'hui, il faut quand même le dire, sur du sans risque qui rapporte, que ce soit en dépôt à terme ou en fonds en euros sur le contrat assurance vie, excusez-moi, mais du 4,5 par an jusqu'à présent, sans risque. Sans charge mentale. Sans charge mentale et potentiellement sans impôt si vous êtes en assurance vie et que vous ne les retirez pas. Mais du coup, rapidement, et on viendra en détail sur ce qui est en train de se jouer, mais justement sur la location meublée, est-ce qu'on peut dire, sans partir sur l'assurance vie, si on veut continuer à faire de l'immobilier, sur la location meublée, est-ce que fiscalement c'est vraiment plus intéressant aujourd'hui et pour combien de temps, c'est ma question ? Actuellement, oui, mais on sait très bien qu'aujourd'hui le gouvernement est en train de préparer un nouveau plan pour aligner tous les régimes fiscaux. Vers le haut. Comment ? Vers le haut. Oui, exactement, c'est ça. Et donc l'idée, c'est actuellement d'aligner tous ceux qui sont par exemple en microbic ou en réel. Alors on va redire ce que c'est le microbic et quelle est la différence entre le microbic et le réel. Donc microbic et réel d'un côté et de l'autre, le microbic d'un côté et le réel de l'autre. Donc microbic, vous bénéficiez d'un abattement. Réel, du coup, c'est un peu plus contraignant, donc on en discutait tout à l'heure avec Stéphane, mais il y a une obligation de tenir une comptabilité. Donc après, c'est vrai que sur le terrain, peut-être qu'il y en a un peu plus qui sont au réel qu'au microbic, mais actuellement, c'est du coup la possibilité de bénéficier d'un abattement. Et le plan du gouvernement, c'est d'aligner l'abattement qu'on bénéficie pour une location nue sur tous les autres régimes. Donc évidemment, tout passe à 30% comme le micro-foncier. Exactement. Mais c'est vrai que moi, je comprends pas trop cette angoisse un petit peu des bailleurs, notamment en meublé, par rapport à la baisse de ces abattements, parce qu'on passerait de 71, voire 50 à 30. Mais moi, ce que je constate quand même autour de moi, c'est que tous les bailleurs quasiment en meublé que je connaisse sont réels. C'est-à-dire font une comptabilité. Il ne s'agit pas de prendre un expert comptable qui va vous coûter des fortunes, mais il y a 2-3 sites internet qui font les choses quand même correctement. Et vous le disiez, c'est quoi hors antenne, c'est quoi, ça vous coûte quoi, 250 euros hors taxe, déductible en plus de vos revenus BIC, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et ils vous font votre comptabilité, suivi des amortissements, déclaration, etc., paiement de la CFE, etc., machin. Mais c'est surtout, on parle du développement du meublé aujourd'hui, mais c'est pas tellement que les gens veulent absolument faire du meublé, parce que le meublé, s'il y a des coûts en plus, il y a un turnover, il y a du turnover. On le voit d'ailleurs pour les JO. Il y a la CFE en plus, etc. C'est pas tellement que les gens veulent spécialement faire du meublé, c'est que plus personne ne veut faire du nu. Oui. C'est bien ça le problème. C'est que les gens vont vers le meublé contraints et forcés, entre guillemets. Donc là, ça va être effectivement, s'il y a un alignement du meublé vers le nu, plus personne ne fera d'immobilier du tout. Marie-Guillaume, quelles conséquences pour les locataires ? Là, pour le coup, c'est vraiment une problématique pour eux parce qu'on a vu, on le dit régulièrement sur BFM, les loyers s'envolent et donc forcément aujourd'hui, quelles que soient les villes où vous êtes, c'est très compliqué. Donc, faut trouver encore une fois et puis les exigences aussi qui sont demandées par le DPE pour. Et puis en parallèle, mais oui, effectivement, moi je rejoins Guillaume, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y ait des contraintes qui pèsent sur le propriétaire bailleur et une fiscalité qui pèse sur le propriétaire bailleur, ça doit être une évidence. Après, il faut la carotte et le bâton. Le problème, c'est
c'est que la carotte, elle a disparu. Et effectivement, pour réorienter l'investissement des ménages vers ce dont on a besoin, et je parle au nom des locataires, hein, je me suis déjà fait traiter d'harpie locataire, donc voilà. Mais moi, pour être locataire, j'ai besoin d'un propriétaire bailleur. Et donc, en l'occurrence, je crois que je fais partie de l'immense majorité des locataires qui ont besoin de location vide. Et donc, auquel cas, il faut inciter cette location-là parce qu'effectivement, on est face à un effondrement de l'offre locative, à une prédominance de l'offre en meublé dans des villes où on a besoin de location vide. Et donc, du coup, c'est compliqué. D'autant que la location meublée coûte plus cher et moins encadrée, avec des exigences qui dépassent l'entendement parfois à l'égard effectivement des locataires. Donc, oui, c'est un marché qui va extrêmement mal et que tant qu'on ne fonctionnera qu'au bâton et plus à la carotte, ça ne fonctionnera pas. Oui, parce qu'il y a aussi la concurrence des propriétaires, des locataires qui voulaient devenir propriétaires qui, parce qu'avec la hausse des taux, reste sur le marché locatif. Exactement. On va continuer à débattre de tout ça, ce désalignement finalement entre locataires et propriétaires. Marion Chapelle-Massot, le mot de la fin sur cette thématique. Eh bien, le mot de la fin, c'est vrai que c'est compliqué d'optimiser, en tout cas nous, en tant que gestionnaire de fortune, sur ces patrimoines-là, et que on aimerait aussi pouvoir conseiller, parce que vous savez qu'en gestion de patrimoine, comme aurait dit ma grand-mère, il ne faut toujours jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, donc, il nous manque quand même une brique à l'édifice, parce que la brique immobilière ne compte pas pour rien dans un patrimoine. Et au-delà de la résidence principale, en termes de diversification, voilà. Et donc cette brique nous manque un peu là actuellement. La brique IMO qui manque dans les logiques de diversification. Vous restez avec nous, on a plein de choses à discuter dans la deuxième partie, notamment le sujet des travaux, n'est-ce pas Marie ? Oh oui, le sujet des travaux et comment ça peut justement vous permettre ou non d'alléger un peu votre fiscalité. Stéphane Descartier a des solutions. Restez branchés, à tout de suite. Rapide pub, on est de nouveau ensemble juste après cette petite pause. Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO, le vendredi, réunis autour de nous, chère Marie Cœur de Roy. Nous sommes avec notre confrère Guillaume Erard du Figaro. Nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, gestionnaire de fortune Descarillon. Et puis avec Stéphane Descartier, dirigeant de SD Conseil et formation. Conseil et formation au pluriel, c'est important. Bien sûr. Si vous donnez des conseils et des formations. Un de vos conseils serait peut-être quoi, Marie ? Alors, conseil ou non, on va le voir, de faire des travaux, puisqu'on parle encore une fois de ce qu'on adore faire tous les ans, remplir nos déclarations d'impôts, et de savoir effectivement comment je peux anticiper et abaisser au maximum ma fiscalité. Ça fait longtemps qu'on en parle, assez régulièrement avec vous Stéphane. Faire des travaux, ça a des avantages aussi, mais pas forcément tout le temps. Ça dépend aussi de la quantité de travaux et des dépenses que je vais faire. Oui, alors déjà les travaux, il faut que les travaux correspondent à une prise de valeur aussi pour votre bien. Il ne faut pas faire des travaux pour payer moins d'impôts. Il faut que ça corresponde à une prise de valeur réelle de votre bien. Mais au-delà de ça, alors vous avez déjà la possibilité, si votre bien, le bien dont vous êtes propriétaire, nécessite des travaux, évidemment vous avez tout intérêt à les faire, on va voir pourquoi. Si ce n'est pas le cas, si votre bien est en bon état, etc., à ce moment-là, vous pouvez faire un nouvel investissement. Sur un bien qui nécessite. Sur un bien qui, pour le coup, là, vous pouvez choisir le bien. Donc, vous allez vers un bien complètement défoncé, vous allez avoir beaucoup de travaux, et auquel cas, vous allez absorber les revenus de votre bien existant, déjà, puisque les revenus fonciers se fusionnent. Effectivement, les déficits de l'un viennent absorber les revenus de l'autre. Donc ça, c'est une très bonne solution. Ça permet de faire de très belles économies d'impôts. Et donc, alors, vous pouvez... alors, après, les travaux sont à doser par rapport à votre besoin, justement, de revenus à absorber dans les 10 ans. Il ne faut pas forcément... Bon, vous savez que depuis l'année dernière, vous avez la possibilité de doubler le déficit, ce qu'on appelle le super déficit. C'est-à-dire, vous pouvez, quand on fait des travaux, si vous faites des travaux là cette année, vous pouvez déduire 10 700 € de vos travaux, donc sur vos revenus, et le reste, si vous faites par exemple 50 000 de travaux, le reste des travaux que vous n'avez pas imputés va venir absorber vos revenus fonciers pendant 3, 4, 5 ans, suivant vos revenus fonciers. Donc vous avez la possibilité aussi depuis l'année dernière, et encore pour 2 ans, donc de prendre le super déficit. C'est pas forcément intéressant, parce que, alors déjà, il faut monter un dossier avec des PE avant, des PE après, parce qu'il faut partir d'une passoire thermique.
partir d'un A, F ou G. Pour mon super déficit. Pour le super déficit. Et donc DPE avant, DPE après, quand on connaît la fiabilité parfois un des super DPE. DPE aussi, du coup, quoi. Voilà, un DPE un peu plus fiable. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais surtout, c'est pas forcément intéressant de prendre le super déficit parce que en fait, ça dépend si vous avez la certitude de pouvoir absorber tous les travaux que vous faites dans les 10 ans. Si c'est le cas, vous n'avez pas intérêt à prendre le super déficit parce que c'est un peu technique, excusez-moi, mais quand vous avez une réserve de déficit, vous effacez vos revenus fonciers plus les prélèvements sociaux. Alors que quand vous faites un déficit sur vos revenus, vous n'effacez que votre tranche marginale d'imposition et pas les prélèvements sociaux. Donc finalement, si vous avez la certitude de pouvoir absorber dans les 10 ans vos travaux, vous n'avez pas besoin de faire le super déficit et d'aller encore remplir des dossiers invraisemblablement En gros, vous nous compliqués, dites le déficit etc. simple suffit. Le déficit simple, ça suffit. Oui. Pour des petits travaux, si vous avez quelque chose comme 700, 800 euros de loyer, le point de bascule se situe autour de 50 000 euros de travaux. C'est-à-dire si vous avez plus de 50 000 euros de travaux, là, vous avez peut-être intérêt à prendre le super déficit parce que vous ne serez pas sûr de pouvoir passer vos travaux de 70 ou 80 000 euros dans les 10 ans. Donc là, auquel cas, vous aurez peut-être intérêt à prendre le super déficit. Et puis pour les travaux, dernière chose, vous connaissez mon opinion à ce sujet. Si vous êtes dans des revenus un petit peu au-dessus de la moyenne, oubliez ma prime rénov, oubliez l'enfer de ma prime rénov, l'enfer administratif déjà de ma prime rénov, parce que alors là, les dossiers... Pourquoi je comprends confine pas, à l'absurde. Stéphane? J'ai le droit, le propriétaire bailleur, il a le droit, ma prime rénov. Marie, vous le savez depuis le temps. Ma prime rénov, ça veut dire artisan RGE. Les artisans RGE sont en moyenne 40%, voire 50% plus chers que les artisans traditionnels. Il faut les trouver. Hein. Donc si vous êtes dans les revenus, il faut les trouver. Ce qui est rare. Et si vous êtes dans les revenus supérieurs, vous avez droit à 30% d'aide. Donc d'aller gratter 30% d'argent public Stéphane, pour en gros, payer les voilà, travaux c'est ça, 50% plus cher. Ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, le gain de ma prime rénov sera effacé par le surcoût lié au recours à des artisans RGE. Des artisans RGE qui ne sont pas des arnaqueurs, hein, mais ils ont des assurances en plus, des formations. Oui, ils répercutent légitimement. Ils répercutent effectivement les choses. Puis quand tous les matins, vous avez 200 demandes de devis sur votre boîte mail, vous avez un peu envie d'en compter les prix quand même. Les artisans RGE, on en parle souvent en antenne, c'est comme quand vous vous mariez. Vous avez besoin d'une coiffeuse, vous avez besoin de chaussures, vous avez besoin de maquillage, mais tout ça c'est spécial mariage et ça coûte 30% plus cher qu'une coiffeuse normale ou une chaussure normale, c'est vrai. Donc faut pas Comme s'arrêter. les produits pour les femmes, qui sont exactement les produits pour les hommes, c'est exactement pareil. Bon, Marion Chapelle-Massot, on rappelle que vous êtes gestionnaire de fortune. Votre regard sur ce point de bascule de 50K, de 50 000 euros, et puis surtout, voilà, ces entreprises RGE, ma prime rénov, est-ce que c'est pas pour nous quand on est au-dessus d'un certain niveau de revenus? Là où je vous rejoins complètement, c'est sur la complexité administrative de ma prime rénov qui généralement atterrit sur nos bureaux. Donc, on réfléchit à deux fois et les clients aussi avant de les conseiller, bien évidemment. Surtout que ça change tous les 15 jours. Absolument, il faut se mettre à jour. Enfin bon, les documents sont pas les bons, les clients râlent parce on demande une info puis finalement ça en est une autre. Enfin bon, je fais pas de dessin. Voilà. Après oui, faire des travaux c'est bien. Sachez que si vous vendez le bien dans les 3 ans où vous avez imputé des charges sur le plan fiscal, il peut y avoir des reprises également. Donc il faut conserver 3 ans et louer pendant 3 ans. Et donc il faut bien penser à cela parce que si vous faites des travaux en vue de vous dire tiens, je vais revendre et peut-être même plus cher parce que du coup j'ai habillé la mariée pour rebondir sur les propos de Lorraine. Eh bien voilà, et en plus ça ne rentre pas dans la plus-value. On peut avoir un problème fiscal. Oui, tout à fait. Et en plus ça rentre pas dans la plus-value. Absolument. Des travaux que vous avez imputés, vous pouvez pas les mettre au bout pour le calcul de votre plus-value. Donc voilà, il faut attendre longtemps. Si vous faites des travaux, vous les imputez fiscalement, il faut attendre très longtemps. Donc vous avez entendu, voilà, pas de travaux de manière opportuniste. Oui, tout à fait. Voilà. Souvent, en fait, ça c'est vrai que dès que c'est de l'opportunisme, on peut être sûr qu'on se plante. Il faut vraiment avoir un projet bien ficelé en tête et de savoir. Mais du coup, on parle travaux, Guillaume. Pourquoi j'achèterais pas du neuf en fait, tout simplement? L'opportunisme, c'est comment vous dire, aujourd'hui le neuf, autant l'ancien, bon, ça peut se réguler, l'offre et la demande, voilà. Autant le neuf, aujourd'hui, il est clairement à l'arrêt. On le voit, les difficultés des promoteurs, on en discutait hors antenne. Mais justement, il n'y a pas une opportunité, Guillaume? Il peut y avoir des opportunités. Alors, nous, on a développé un peu un sujet dont on parle. Alors, c'est vrai, là, pour le coup... Nous, au Figaro.
au Figaro, c'est de l'opportunisme, mais pas forcément. Encore une fois, comme on dit souvent dans les crises, il y a des solutions, des opportunités à saisir. Ce qu'on appelle les queues de programme. En gros, vous avez des promoteurs qui n'arrivent pas à écouler tous les. Et vous pouvez avoir des biens alors, méfiance. S'ils ne les ont pas écoulés, ça veut peut-être dire quelque chose. Soit ils sont trop chers, soit ils sont au rez-de-chaussée. Mais contrairement au VFA, donc, vous pouvez encore une fois vous déplacer pour justement visiter le bien et voir s'il vous convient. Et donc, il peut y avoir des opportunités à ce niveau-là à saisir. Et là, fiscalement, sur le Pinel, il y a encore de quoi faire, parce qu'on rappelle quand même, je pense que ça n'a échappé à personne, mais bye bye le Pinel en fin d'année. Est-ce que là, il y a encore des opportunités d'ici la fin de l'année pour faire encore du Pinel, les derniers Pinel et notamment pour nos primo-accédants? Oui, il peut y en avoir à saisir. Alors après, encore une fois, il faut vraiment être vigilant. Il y a un Pinel qui est encore à saisir, mais avec des conditions plus restrictives. C'est le fameux Pinel plus que Stéphane Descartier appelle Pinel moins. C'est ça, voilà. C'est pour le coup, il reste malgré tout moins avantageux. Donc, on peut éventuellement encore une fois saisir cette opportunité. Marion Corredi, votre grand-mère auvergnate, sur la queue de programme des Pinel. On y va, on n'y va pas, on regarde. Eh bien, figurez-vous, elle m'aurait dit regarde le prix avant d'investir. Et quand je regarde le prix, figurez-vous qu'on recommence à préconiser à nos clients d'investir dans le neuf pour les clients qui veulent constituer un patrimoine, qui veulent acheter des appartements pour leurs enfants, par exemple. S'ils ont 2 enfants, 2 appartements dans un patrimoine, pourquoi pas le locatif? Eh bien, on recommence à regarder parce que, comme vous le disiez à juste titre, il y a des opportunités aujourd'hui. Il y a aussi des endroits très bien placés. On peut visiter. Les appartements sont en cours de livraison pour certains. Et donc ça, c'est quand même assez appréciable parce que quand on achetait en VFA, donc en état futur d'achèvement, on achetait sur un plan. Donc sur un plan, sans savoir ce qu'il y avait comme voisinage, immeuble qui allait sortir, etc. Alors là, désormais, on connaît le terrain. Et puis on a malgré tout encore une petite carotte fiscale jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, si on achète à un prix acceptable et pas surcoté, encore une fois, alors on peut se poser la question d'une rentabilité compte tenu du Pinel qui permet, je le rappelle, une réduction d'impôt considérable en fonction de la durée de mise en location. En sachant que généralement, là-dessus, sur les queues de programme, vous pouvez obtenir des décotes intéressantes, puisque justement, comme c'est bien leur reste sur les bras et que ça leur coûte cher, bien sûr, bien immobilisé, du coup, n'hésitez pas évidemment à négocier des décotes qui peuvent aller jusqu'à 10 ou 15%. Et les frais de notaire. Et les frais de notaire, réduits. En parlant de prix acceptables, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on ne parlerait pas de taxe foncière ? C'est Guillaume qui voulait absolument en parler parce que effectivement, on parlait de la fiscalité, des déclarations d'impôts. Là aussi, ça va piquer, Guillaume. Là, ce qu'il faut retenir, ce qui est quand même malgré tout positif, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe foncière dépend de 2 choses. D'abord, le taux communal, donc le taux que votre commune vote. Et les premiers retours qu'on a, c'est que la très grande majorité ne touche pas à son taux communal. On a une accalmie. Bon, par contre, vous disiez ça pique à Nice, ça pique à Saint-Étienne, ça pique à Nancy, à Annecy, où on a des hausses des taux entre 15 et 19%. Bon, donc ça c'est le taux communal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ce taux communal, vous avez quelque chose qui est incompressible, ce qu'on appelle les valeurs locatives. Et donc chaque année, elles évoluent en fonction de ce qu'on appelle, du jargon, l'inflation harmonisée. Et donc, qui est réévaluée chaque année, en fait. Et c'est celle de novembre qu'on regarde, c'est ça, de l'année précédente. Exactement. Et la bonne nouvelle, ou en tout cas la moins mauvaise, j'essaie d'être positive quand même, c'est que autant l'année précédente, elle avait augmenté de 7%. C'était un record, hein. Record. Là, on est à un peu moins de 4%. Donc, autant dire que même si votre commune n'augmente pas son taux, votre taxe foncière va quand même augmenter de 4% à peu près. Ça c'est quelque chose, Stéphane, vous alertez aussi les investisseurs sur attention, parce que dans cette ville-là, la taxe... il faut les connaître, les taxes foncières, il faut quand même les apprécier. Alors, pour du locatif, c'est moins dur parce qu'on la déduit, la taxe foncière. Mais effectivement, vous avez des villes où vous êtes à l'équivalent de plus de 2 mois de loyer de taxe foncière. Donc là, il faut mieux éviter, quoi. En général, surtout que
Bon, en général, les villes où les taxes foncières qui sont très élevées, c'est des villes qui sont mal gérées. Parce que effectivement, il faut rentrer de l'argent, etc. Donc, les villes sont pas très bien gérées. Et quand c'est pas très bien géré, en général, ça continue à être mal géré derrière. Il y a une dette importante dans la ville. De ce point de vue-là, moi, c'est pour arrêter le Anne Hidalgo bashing. Je tiens à le dire parce que la ville de Paris, en l'occurrence, au prorata, parce que c'est vrai effectivement. C'est marrant cette association a mal géré et Anne Hidalgo. Mais parce que pour le coup, on a trop tendance à oublier de le dire à chaque fois qu'on parle taxe foncière, mais en l'occurrence, Paris est l'une des grandes villes de France où le poids de la taxe foncière est le plus faible. Mais il y a le tiers des entreprises de France. Oui, mais il faut regarder l'équivalent loyer. Attends, sinon ça n'a aucun sens. Ce que rend Paris en taxe professionnelle, etc. Peu importe, mais le fait est que c'est ça. Mais ça vaut le coup de le dire de temps en temps. Voilà. C'est juste, je le dis comme ça. Même si la taxe foncière a augmenté de 60% à Paris l'année dernière. Certes, mais en l'occurrence, elle reste à, je crois de mémoire, à environ un mois en équivalent loyer. Alors vous avez des villes où c'est pas 2, c'est 3 ou 4. Ça reste faible par rapport à la moyenne des villes, c'est vrai. Il y a des villes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de courtiers. Je pense que Marie, vous devez le savoir aussi bien que moi. Évidemment, c'est pas ça qui va décider ou pas les gens d'acheter. Ouais. Mais quand on prend un crédit, on en a beaucoup qui nous disent attention, ça représente un mois et demi, en équivalent 2 mois, de mensualité. En équivalent de mensualité. C'est très juste. Attention. Voilà, là aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Et ça, les courtiers le font, et Guillaume a tout à fait raison que les courtiers le font, mais parfois les banques l'omettent. Et donc, parce que évidemment, c'est pas ça auquel on pense quand on a. Évidemment, mais effectivement, quand tu es déjà ric-rac sur ton taux d'endettement, etc., c'est quelque chose à regarder. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder quand même un autre sujet. On a 2 minutes. Parce qu'il y a quand même un sujet dont Guillaume voulait absolument parler. On parle fiscalité, c'est le moment quand même. Qu'est-ce qui se passe si j'ai construit une piscine ? Bah oui, c'est plus positif. On va arriver à l'été, la semaine prochaine, a priori, on nous a dit. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai fait construire une piscine ou que je me suis agrandie ? Je dois le dire, ça ou pas ? Alors déjà, il faut le savoir que il faut le déclarer si elle fait plus de 10 mètres carrés. D'accord. Et ce qu'on a constaté, ce qui est intéressant, c'est que, on tient ça de la fédération, c'est qu'il y en a alors ça reste une minorité hein, évidemment, mais il y en a de plus en plus, tiens, c'est bizarre, qui construisent des piscines de moins de 10 mètres carrés. Vous n'avez pas besoin de déclarer. Pas de permis de construire. C'est 9,9 mètres carrés. Moi, je me souviens des 9 chevaux neufs sur le bateau parce que sinon, au-delà de 10, il fallait passer le permis bateau. C'est à peu près le même. Alors après, il y a l'appellation. On est d'accord, j'ai dit piscine. Il y a beaucoup qui disent 10 mètres carrés, c'est pas vraiment une piscine. C'est un plan d'eau. Alors certains disent c'est un couloir de nage, même carrément, ils n'aiment pas trop. Mais donc voilà, pas de déclaration, pas de permis de construire et pas de taxe. Donc d'aménagement. Vous savez, celle qu'on paye sur les fameux abris de jardin que vous collez au fond de votre jardin qui fait 5 mètres carrés. Et donc du coup, ça, si elle fait plus de 10 mètres carrés, vous avez 90 jours à partir de la fin des travaux pour déclarer votre construction. Et si je le fais pas, voilà, ça m'a juste la petite question. Grosse amende. Est-ce que vraiment les services du fisc sont vigilants ou pas ? Ils ont mis, vous savez, on est dans l'ère de la nouvelle technologie, donc ils ont mis en place ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour justement essayer de traquer ces fameuses piscines non déclarées. Sauf que parfois ça a des ratés. On discutait un peu avec des spécialistes de la question qui nous disaient parfois l'intelligence confond des bâches agricoles qui ont une couleur bleue avec des piscines. Mais je crois qu'il y a des petits tips aussi, parce que si votre piscine elle est à l'ombre d'un arbre aussi, parfois vous pouvez passer en dehors des radars. Je précise que le fisc, les agents du fisc utilisent notamment Google Maps pour identifier via des drones. Voilà. Et actuellement, on est à 160 000 entre 2022 et 2023 cumulés. 160 000 piscines non déclarées qui ont été épinglées par le fisc. Exactement. C'est une idée, peut-être teinter l'eau de votre piscine en rouge, dans une couleur noire. En bleu, blanc, rouge. Allez, hop. Faire la promotion pour essayer d'échapper au fisc. Marion, pour conclure. Un conseil piscine ou abri de jardin ou extension. Non, alors là, par contre, je suis pas très bonne sur la partie piscine. Stéphane, vous allez forcément avoir un coup de gueule pour finir. Ouais, non, pas un coup de gueule, non, mais un petit conseil, alors rapide, je vais essayer de la faire courte. Le meublé risque de changer, notamment à l'amortissement. Ça risque de changer. Vous savez que ça a été voté l'année dernière d'enlever enlever les vos lunettes que vous avez mises sur mon front, ce qui va Oui. sembler très bizarre pour ceux qui ne sont pas. Excusez-moi. Donc, vous savez que l'année dernière a été voté en fin d'année, puis c'est passé dans le 49.3, le fait qu'on ne considère plus les amortissements pour calculer la plus-value. Ce qui fait que, potentiellement, les gens qui font de l'amortissement en meublé se feraient massacrer à la sortie, comme en SCI à l'IS. Ça va revenir sur le tapis, on en est tous à peu près sûrs. Donc, peut-être un conseil, c'est de démarrer effectivement du meublé maintenant,
parce qu'il y a peut-être, c'est pas sûr, mais il y a peut-être une chance qu'il n'y ait pas de rétroactivité. Parce qu'il semblerait normal quand même de dire à quelqu'un, bon, les règles ont changé, à partir de maintenant, si vous devenez loueur en meublé, que vous faites de l'amortissement, ils seront plus comptés pour votre plus-value. On peut imaginer que les gens, notamment, qui amortissent depuis 10 ans, 15 ans, leur disent, bah non, vous avez déjà amorti, on va pas, effectivement, vous ouvrir le ventre quand vous allez vendre avec la plus-value, etc. Donc on peut imaginer que ceux qui ont lancé déjà des amortissements ne seraient pas concernés par la rétroactivité, ce qui n'est pas du tout sûr. Mais si vous pensez effectivement que ce sera le cas, bah, ça vaut peut-être le coup d'aller très vite pour acheter, alors très vite, pas confondre vitesse et précipitation, mais en tout cas de basculer des biens que vous avez en meublé à l'amortissement. Merci Stéphane, super. À l'amortissement. Pour que, effectivement, si la rétroactivité ne s'applique pas, bah, au moins, voilà, vous aurez cette dernière opportunité de pouvoir avoir un régime fiscal encore à peu près favorable. On a beaucoup parlé d'opportunités avec vous. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette séquence. Merci Marion Chapelle-Massot, dirigeante du cabinet de conseil en gestion privée de Carrion, d'être restée avec nous. Je vous rappelle que tout à l'heure, c'est à retrouver en podcast et en replay. On a réfléchi à comment financer ces études, les études de ses enfants, si on en a. Et alléger son IFI, si on le paye, faire d'une pierre deux coups. C'était l'idée d'une donation temporaire d'usufruit d'un bien immobilier, le coaching du jour. Merci beaucoup Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro, et merci Stéphane Descartier, dirigeant de SD Conseil et Formation, d'avoir été avec nous.